Bienvenue au balado de Patrimoine Vie, où on explore et on remet en question ce qu'est le patrimoine et sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Dans ce balado, nous discuterons avec des spécialistes du domaine du patrimoine, entre autres, pour comprendre comment le patrimoine peut nous aider à vivre conscient, attentif et avec intention. Je suis votre hôte, Patricia Kell, directrice générale de la Fiducie nationale du Canada. Ce balado est enregistré à Ottawa, sur le territoire traditionnel du peuple Algonquin-Anishinaabe. La Fiducie nationale travaille sur les territoires traditionnels de nombreux peuples autochtones à travers les terres que nous appelons aujourd'hui le Canada. Dans cet épisode, nous discutons du lien entre la conservation du patrimoine et la réconciliation avec Louis Lesage. Louis Lesage est membre de la nation Huron-Wendat, résident à Wendake, et maintenant consultant en relation avec les Autochtones. Il a été directeur du bureau de Nyanwensio au Conseil de la nation Huron-Wendat de 2011 à 2023. De 2006 à 2011, il a travaillé pour le Service canadien de la faune à titre de biologiste de liaison autochtone, où il a su développer des partenariats avec l'ensemble des communautés autochtones du Québec. Il est membre du Conseil consultatif sur le patrimoine culturel autochtone de Parc Canada et le Conseil autochtone national sur les espèces en péril de ECCC. Enfin, il a travaillé à mettre en œuvre divers projets visant la protection et la mise en valeur de la culture et du patrimoine de sa nation. Louis Lesage est titulaire d'une maîtrise, d'un doctorat en biologie et d'un certificat en enseignement de l'Université Laval. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais commencer en parlant un peu de vous. Donc, comment avez-vous commencé à vous intéresser au patrimoine? C'est une question intéressante. Le patrimoine, moi, je m'y intéresse depuis longtemps et je me suis rendu compte rapidement, quand j'étais tout jeune, que le fait de vivre sur une réserve indienne, le fait de vivre à Wendake, c'est un petit peu différent du reste de l'endroit où j'habitais. Pour ceux qui connaissent pas du tout Wendake, c'est une petite réserve indienne, une très vieille réserve indienne dans la banlieue nord de la ville de Québec. Donc, pour la personne qui visite la région, on ne se rend pas compte tout de suite qu'on est sur une réserve indienne quand on la traverse, quand on est à l'intérieur. C'est vraiment pareil, c'est similaire à la banlieue tout autour. C'est comme si la ville de Québec, avec les années, nous avait rattrapés et on était entouré par la banlieue de la ville de Québec. Mais le fait de vivre sur la réserve, le fait de voir des touristes qui venaient chez nous en autobus, qui venaient voir les magasins de souvenirs, les magasins où est-ce qu'on vend de l'artisanat. Quand j'étais tout petit aussi, il y avait des gens qui faisaient encore des raquettes, qui faisaient des canots. Et c'était unique chez nous, dans mon petit village. Il n'y avait pas ça ailleurs, tout juste à côté, à Québec et ailleurs aussi. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse, il y avait un patrimoine, justement, chez nous, qui était culturellement différent. Ah, puis c'est vrai aussi, on avait les powwows. À chaque année, donc, les gens venaient nous visiter, puis on avait le powwow chez nous, sur la rue principale, là, tout près de la maison où est-ce que j'ai grandi. Donc, je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose de particulier, qu'on avait un patrimoine qui était différent, puis qui était peut-être un petit peu précieux. Et je pense le facteur révélateur, que je me suis rendu compte qu'on avait un patrimoine spécial, entre autres à Wendake, c'est lorsque j'ai une grande tante, donc la tante de ma mère, qui un jour m'a confié un habit de grand chef. Donc, c'est l'habit de grand chef de mon arrière-grand-père, Gaspard Picard. Et on a des photos de lui, des vieilles photos en noir et blanc, où est-ce qu'on voit Gaspard avec son habit de grand chef Huron. Puis les habits de grand chef Huron sont vraiment distinctifs, sont uniques. C'est des manteaux noirs, c'est des redingotes
de la marine britannique qui ont Wow. été transformées et qu'on mettait des épaulettes, entre autres, avec du poil d'orignal. Il y avait des broderies, il y avait toutes sortes de choses. Puis là, ma grand-mère, ma vieille tante, Bernadette, m'a dit, Louis, tu t'intéresses à l'histoire, à la culture, tout ça, puis je vais te confier l'habit de ton arrière-grand-père pour que c'est à ton tour, là, c'est toi qui va s'en occuper puis qui va en prendre soin pour la famille. Alors, à partir du moment où on a un objet de si grande valeur qu'on nous confie, j'étais très jeune, là, j'avais 14 ans quand ma vieille tante m'a confié cet habit-là. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, oh, là, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête. Puis là, je me dis, on a vraiment un beau patrimoine, on a des trucs culturels qu'il faut prendre soin, qui sont différents et qui méritent notre attention. Puis ça m'a toujours un petit peu passionné suite à ça. Donc, une longue introduction, mais qui place un petit peu là, le contexte dans lequel j'ai grandi. Merci. Donc, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui porte sur le patrimoine culturel autochtone et la définition du patrimoine culturel dans le contexte autochtone est un peu différente que pour plusieurs autres personnes. Donc, est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Le patrimoine autochtone, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois tangible, c'est des objets, ça peut être des pointes de flèche, ça peut être des vases en céramique, ça peut être toutes sortes de trucs artisanaux qui ont été faits il y a longtemps, mais qui sont, ou d'autres trucs qui sont faits aujourd'hui par des artistes, tout ça qui demeure patrimonial. Donc, il y a des trucs qui sont tangibles, qu'on peut prendre dans nos mains, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais il y a aussi beaucoup d'intangibles. Il y a beaucoup. Le patrimoine autochtone, c'est aussi relié beaucoup au territoire. C'est relié à une utilisation historique, cyclique d'un endroit, un endroit dans la forêt, un endroit où les gens vont, par exemple, de génération en génération pour chasser, pêcher, trapper, se ressourcer. Ça fait aussi partie du patrimoine. Pour le commun des mortels, ça peut ne rien représenter, mais pour un autochtone, pour un Huron-Wendat, ça peut tout représenter un endroit vraiment spécifique, précis, qui est important pour toutes sortes de raisons qui sont culturelles, spirituelles, euh, de bien-être. Donc, le patrimoine autochtone, il faut vraiment prendre le temps de demander à l'Autochtone qu'est-ce qui est important pour lui, c'est quoi son, c'est quoi pour lui le patrimoine. Donc, je pense que c'est cette belle équilibre-là et c'est cette diversité de tangibles, d'objets et d'intangibles endroits, lieux de rencontre. Hmm. Voilà. Donc, maintenant, on pourrait peut-être parler un peu de votre travail et comment ce concept de patrimoine influence ce que vous faites. Donc, le bureau du Nyon Wencio, est-ce que je le prononce bien, Oui, oui, c'est parfait. Nyo-NCO, exactement, oui. a pour mandat de développer à Wendake et sur le territoire un milieu de vie sain, sécuritaire et respectueux de l'environnement. Selon vous, c'est quoi le lien entre l'environnement et le patrimoine? Bon, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le- c'est important pour nous. Je pense qu'il faut faire un pas en arrière, entre autres pour la nation Huron-Wendat. Euh, puis j'en parlais un petit peu plus tôt, on est une communauté qui est maintenant urbaine, donc on vit dans un endroit où il y a beaucoup de gens, donc près de la ville de Québec, mais aussi sur notre territoire, donc sur le Nyo-NCO, sur notre territoire ancestral. C'est un territoire qui a été beaucoup occupé, on retrouve des parcs de conservation, on retrouve des réserves fauniques, on retrouve du territoire privé,
on retrouve des pourvoiries. Donc, c'est un territoire qui est très, très, très structuré et qui est très utilisé par beaucoup de gens. Donc, cette structure-là, des endroits justement qui peuvent être des ZEC, donc des zones d'exploitation contrôlées, des réserves fauniques, du territoire libre, territoire de la couronne. Donc, nous, on a un souci assez élevé de protéger ce qui nous reste, de protéger ce territoire-là qui a été beaucoup utilisé et qui a été beaucoup structuré. Donc, le patrimoine qui se réfère à notre territoire, à l'environnement qui se trouve sur notre territoire ancestral, ça vaut très cher. C'est très, très, très précieux, justement, à cause de toute cette utilisation-là. Donc, le lien entre l'environnement et le patrimoine, c'est qu'on a une bonne partie de notre patrimoine qui est encore sur le territoire et qui est parfois oublié, parfois qui a besoin d'être découvert. Donc, par exemple, il y a des sites archéologiques, il y a des sites de campement, des sentiers, des portages qui ont un peu disparu, qui ont été moins utilisés, moins fréquentés, mais qui sont encore présents. Et quand on va sur le territoire, on trouve encore ces sites-là. On les trouve aujourd'hui. Donc, ce lien-là entre environnement et patrimoine, pour nous, c'est comme le yin et le yang. C'est deux choses qui se complètent. Il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas de territoire s'il n'y a pas de patrimoine. Donc, pour nous, c'est important d'avoir un environnement, des lacs, des rivières, des sentiers de portage qui sont en santé, qui représentent ce que nos ancêtres, qui sont dans un état que nos ancêtres utilisaient aussi à l'époque. Et c'est aussi important de s'assurer que ce patrimoine-là, que cet environnement-là va être présent pour les générations futures. Donc, c'est pour ça qu'on est de passage sur cette terre-ci. Donc, il faut prendre l'environnement tel que nos grands-parents nous l'ont laissé, nos parents. On essaie de le conserver le plus possible pour le transmettre ensuite aux prochaines générations pour qu'eux aussi bénéficient de ce patrimoine-là, de ce territoire. Donc, c'est un petit peu ce lien-là qu'on s'efforce de travailler et de conserver au bureau d'Union NCO pour la protection du territoire et de ce patrimoine-là. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme une précondition, un besoin, la fondation de la pratique culturelle, donc de la culture elle-même. Oui. Si on n'a pas de territoire, on ne peut pas pratiquer notre culture, on ne peut pas non plus la conserver, et on ne peut pas la partager, et on ne peut pas non plus la transmettre aux prochaines générations. Vous avez parlé un peu de la riche histoire, puis les changements qui ont eu lieu sur le territoire dans les centaines d'années passées, même qu'il y a une présence beaucoup plus lointaine que ça. Mm-hmm. Je sais que vous avez participé à un projet de repenser des matériaux d'interprétation d'un site administré par Parc Canada à Québec, les Forêts Château Saint-Louis. Quels ont été les défis à adresser pour apporter une perspective autochtone à l'histoire coloniale? Ça, Patricia, c'est un très beau projet. La question est quels ont été les défis? En fait, il y a eu très peu de défis. C'est ça qui est la beauté de la chose. Ça a été un projet que Parc Canada sont venus nous voir. Et écoute, je pourrais en parler pendant des heures là, de la construction de ce projet-là. Mais Parc Canada sont venus nous voir avec une ouverture qu'on ne s'attend rarement de la part d'un organisme gouvernemental, surtout sur un projet qui semblait voué à un cul-de-sac.
Fort et Château Saint-Louis, pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est l'endroit où les gouverneurs du régime français et du régime anglais habitaient dans la ville de Québec. Donc, c'était un endroit où est-ce que le représentant du roi habitait ici, là, dans la colonie. C'était à côté de chez nous, c'était à côté de Wendake. Donc, à première vue, quand Parc Canada vient nous voir, ils disent, nous, on veut revoir l'exposition de Fort et Château Saint-Louis à résidence du gouverneur. Et on aimerait ça, vous, les Hurons-Wendat, que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. S'il y a un exemple de colonialisme qui est hyper important, significatif, c'est bien la maison du représentant du roi versus une communauté autochtone qui habite tout près puis qui a vécu toutes sortes d'événements dramatiques, de perte de territoire, bon, tout ça. C'est comme deux histoires un peu non réconciliables, qui vont pas très bien ensemble. Mais Parc Canada a dit, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Avez-vous quelque chose à dire sur cet endroit-là? Et nous, on a cette belle qualité-là à Wendake d'être créatif et d'essayer de transformer une consultation ou une vision en une opportunité. On s'est dit, OK, quelle est l'opportunité pour la nation Huron-Wendat de s'impliquer dans ce projet-là? Nous, on a beaucoup d'archives à Wendake. La nation Huron-Wendat est une nation qui a été beaucoup étudiée, qui a été beaucoup documentée, que les historiens, les anthropologues, les visiteurs ont écrit plein de livres ou plein de documents sur la nation Huron-Wendat. Donc, au bureau, on a énormément d'archives. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait à dire sur la maison du gouverneur? Et première des choses, est-ce que nos ancêtres, est-ce que nos chefs sont déjà allés à cet endroit-là précis? Il s'est avéré qu'on a trouvé des passages fort intéressants que justement, il y a des chefs de la nation Huron-Wendat qui allaient de temps en temps parler avec le gouverneur de l'époque. Et il y a aussi, je ne me souviens pas du nom du gouverneur exactement, mais il y a un gouverneur que ses bodyguards étaient des Hurons-Wendat. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on a appris nous-mêmes en fouillant dans nos archives. Et là, on s'est dit, là, on a une belle opportunité de parler d'autres choses que comment on fait les mocassins, comment on fait les canaux, les trois sœurs qui poussent ensemble pour nous nourrir. Bon, tout ça. On a dit, essayons de parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé dans le monde autochtone, en tout cas du moins très, très, très peu. Parlons de diplomatie autochtone. Nous, on savait que notre histoire, nos chefs, tout ça, on était des grands diplomates. Bon, mais maintenant, on avait l'occasion, justement, Parc Canada nous donnait l'occasion de présenter une facette peu connue de notre histoire, c'est-à-dire toutes les relations diplomatiques qu'on effectuait, entre autres à Fort et Château Saint-Louis, mais aussi ailleurs sur le continent, puis les alliances, puis comment on entretient des relations diplomatiques, comment on se parle entre nations. Bref, c'était vraiment, 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 vraiment intéressant où là, on a présenté une facette très, très, très méconnue des Autochtones en général et particulièrement de la nation Huron-Wendat, c'est-à-dire toutes les relations diplomatiques. Ça a été aussi l'occasion de mettre en lumière des personnages de notre nation, que moi j'appelle des remarquables oubliés, comme dirait Feu Serge Bouchard. Donc, il y a des grands chefs chez nous, des personnes importantes. On a fouillé dans nos archives et qu'on a réussi à présenter au public, entre autres Nicolas Vincent, Petit Étienne, et un personnage que moi j'ai appris à connaître lors de ce projet-là, qui est Jean-Baptiste Atironta, qui est un personnage absolument inconnu, mais qu'en fouillant dans nos archives, on a trouvé une phrase de lui dans un document, une autre phrase de lui dans un document, une autre phrase de lui dans un document, un autre. Là, finalement, on s'est rendu compte que Jean-Baptiste Atironta, là, c'était un diplomate, un émissaire, une personne incroyable qui était
partout à la fois. Il était à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, à la baie Georgienne. Il se promenait à gauche, à droite, il déplaçait sa famille. Donc, c'était un émissaire, c'était un représentant de la nation Huron-Wendat, qui malheureusement, on a très peu de textes sur lui, mais donc, je m'égare un petit peu, mais c'est juste pour dire à quel point ce projet-là, avec Parc Canada, nous a permis de nous connaître un peu plus nous-mêmes et par le fait même, de faire connaître notre culture et nos remarquables oubliés à la population en général. Ça a été un... Donc, je reviens à la question, quels ont été les défis? Il y a eu peu de défis, il y a eu que de beaux résultats et une super belle collaboration avec Parc Canada. Donc, c'est très intéressant comme réponse parce que ma prochaine question était, quels sont les défis d'essayer de changer l'établissement? Comment on change comment on change l'establishment, comment on change les pensées, pas les, je veux pas dire les pensées coloniales, mais comment on change les façons de faire dans lesquelles on est habitué de travailler. Et hum, au fil des années, puis au fil d'avoir travaillé avec toutes sortes sur toutes sortes de projets, avec toutes sortes de personnes, je pense que ce qu'il faut absolument, c'est permettre d'avoir un espace de discussion, d'avoir un endroit où on prend le temps de discuter, mais surtout d'écouter l'autre. Et quand on communique, moi j'ai appris une chose, je me souviens plus qui, si c'est ma mère, mon père ou mon grand-père, ou peu importe, qui me disait, on a deux oreilles et une bouche. Donc quand on communique, commençons par écouter l'autre avant de commenter puis de faire valoir son point de vue. Donc, quand on veut collaborer sur un projet, comme celui avec Parc Canada, entre autres, mais avec tout plein de projets, il faut prendre le temps d'écouter l'autre, mais surtout de comprendre les contraintes de l'autre. Dans quelle sphère cette personne-là travaille, ses idées, ses contraintes, ses valeurs, ses règles et obligations parfois. Donc, de comprendre le carré de sable de l'autre et ensuite d'exprimer mes contraintes, mes idées, mes façons de faire, tout ça. Donc, mon carré de sable. Et là, ensuite, il faut mettre les deux univers ensemble et essayer de trouver l'intersection à l'intérieur de laquelle on peut créer quelque chose. Donc, les conditions de base, c'est de créer un espace de discussion, être ensemble, écouter, bien comprendre l'autre, émettre nos positions, mais surtout à la fin de trouver, OK, là, on a un espace commun, on a une intersection à l'intérieur de laquelle on peut travailler ensemble, puis on peut créer quelque chose. C'est comme deux artistes qui se croisent, un compositeur puis un musicien. Ils parlent pas le même langage. Il y en a un qui écrit les paroles d'une musique, puis l'autre, il crée la musique. Alors, à un moment donné, il faut que les deux se parlent, il faut qu'ils se comprennent, puis qu'ils essaient d'agencer des paroles sur la musique de l'autre ou la musique sur les paroles de l'autre, puis finalement, on crée quelque chose qui est harmonieux. Ce sont des conseils sages dans beaucoup de contextes. Merci. Je pense que oui. Donc, j'aimerais parler maintenant un peu de ce qui doit changer pour répondre aux aspirations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu'on appelle en anglais UNDRIP. Donc, qu'est-ce que cette déclaration signifie pour vous? C'est une bonne. Moi, ce qu'elle représente pour moi, je pense que ce qu'elle représente pour moi, c'est ce qu'elle va représenter dans le futur. Quand on regarde l'histoire des relations entre les Autochtones et, mettons, les Canadiens, là, restons au Canada, il y a eu toute une série d'événements, là, bon,
la loi sur les Indiens, le livre blanc, la crise d'Oka, bon, toutes sortes de choses, qui nous amènent à un moment donné à UNDRIP, à la Déclaration des peuples. Et dans 50 ans, dans 100 ans, on va dire, oh, cet événement-là a été un game changer. Et il y a eu un point de bascule, il y a eu un avant et un après la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, ce que ça représente pour moi, ça représente honnêtement, dans le concret, à tous les jours, c'est venu un peu réorienter le discours. C'est venu justement ouvrir un espace de discussion entre les Autochtones et les Allochtones. Alors moi, je pense que ce que ça me dit, c'est enfin, on a fait un bout de chemin. On a quelque chose, on a un game changer qui est venu changer un peu. Le vent a changé de direction. Là, maintenant, on assiste encore aujourd'hui de plus en plus à un rapprochement entre les groupes autochtones. Les consultations sont mieux faites, plus importantes. Tout ça, bref, la place des Autochtones est de plus en plus importante. Et je pense que cet événement-là est venu changer les choses. On est d'accord. Il reste encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à discuter, à régler, à changer. La loi sur les Indiens est une chose qui nous touche encore à tous les jours. On a des dossiers, on a des enjeux qui sont absolument significatifs. Je fais juste à penser à la transmission du statut d'Indien. Pour nous, c'est inconcevable c'est une loi extérieure à notre nation qui dicte notre membership. Donc, il y a une loi quelque part à l'extérieur qui décide qui devient indien et qui ne l'est pas. Donc, est-ce que mon enfant va être indien ou s'il ne le sera pas? C'est assez incroyable de dire qu'on vit dans un pays moderne et les premiers peuples, les peuples d'origine, ceux qui, puis si je parle juste pour ma nation, la nation Huron-Wendat, on était de toutes les alliances, on était de toutes les guerres, on était avec les Français, on était avec les Anglais, on était à Fort-et-Château-Saint-Louis avec le gouverneur à prendre un petit thé de temps en temps. Mais on ne peut pas décider de notre membership, est-ce que nos enfants vont être indiens ou non. Donc, UNDRIP, la Déclaration des Nations Unies est venue changer les choses pour le bien, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, si on revient au domaine du patrimoine, ouais. comment est-ce que le patrimoine doit évoluer pour respecter la déclaration? Donc, la pratique de la conservation du patrimoine au Canada. Honnêtement, c'est quelque chose qui me semble facile, qui me semble tout à fait naturel, c'est d'inclure les Autochtones dans l'établissement de critères de protection, de conservation du patrimoine autochtone. Donc, c'est juste de leur donner la responsabilité de s'occuper de leur territoire. Ça semble tout à fait naturel, ça semble simple, mais c'est pas gagné. Je me permets un exemple. Sur le Nyo-NCO, sur notre territoire ancestral, quand je suis rentré au bureau, autour de 2011, il restait environ 800 km² d'un territoire de forêt vierge. Donc, qui n'avait jamais eu de coupe forestière. Sur l'ensemble de notre territoire, là, il restait 800 km² de forêt complètement vierge là où il n'y avait jamais eu de coupe forestière. C'était vraiment unique. Donc, on s'est mis à vouloir protéger ce territoire-là, mais qui était quand même... Le territoire était, entre guillemets, donné à des compagnies forestières, et les compagnies forestières se rapprochaient et grugeaient tranquillement, enlevaient des kilomètres carrés à chaque année, à chaque année, à chaque année.
Donc, pendant 10 ans, on a travaillé, on a cogné à toutes les portes, à chaque ministère. On a essayé de convaincre le ministère de la Culture au Québec, le secrétariat aux affaires autochtones, ressources naturelles et de la faune, relations couronnes autochtones, l'Agence d'évaluation d'impact, Environnement, Changement climatique Canada. Donc, on a cogné à toutes les portes et chaque ministère nous renvoyait à un autre ministère pour dire c'est pas nous qui nous occupons du patrimoine autochtone en milieu forestier. Donc, c'est comme s'il n'existait aucun critère dans aucune loi et règlement pour protéger le patrimoine autochtone en milieu forestier. Ce qui est quand même surprenant. Si l'exemple que je donne toujours, si le tombeau de Champlain, parce qu'on n'a jamais trouvé où est-ce que Champlain a été enterré, hein, on ne sait pas il est où, on le cherche encore, Champlain, mais si le tombeau de Champlain avait été dans notre aire protégée, le site aurait été protégé depuis des années. Donc, si ça avait été du patrimoine historique, du patrimoine de l'époque française, de l'époque anglaise, le site aurait été protégé depuis longtemps. Mais parce que c'est du patrimoine autochtone, c'est des sites archéologiques, c'est des sentiers de portage, c'est des sites de campement, aucun ministère n'avait la capacité réglementaire de protéger ce territoire-là, ce qui est complètement absurde. Bref, après 10 ans, et là j'évite des détails, mais on a réussi à protéger ce qui restait. Donc, on est passé de 800 km² à 300 km². On a perdu 500 km² de forêt vierge en 10 ans. Wow. Bon, si je reviens à la question, si on avait, en tant que Première Nation, si on avait la capacité de décider nous-mêmes des critères de protection du territoire selon nos valeurs, selon ce qu'on considère comme étant notre patrimoine, ben, on aurait probablement sauvé les 500 km² qui sont devenus des 2x4 ou du papier à imprimer. Alors, comment cette déclaration, comment on peut atteindre les objectifs de la déclaration pour la protection du patrimoine? C'est simple, c'est d'inclure les Autochtones dans la protection de leur territoire selon leurs critères. Et voilà. C'est passé par un long exemple qui a pris 10 ans, mais si on avait eu les capacités, les outils de le faire, ben, ce serait vraiment facile. Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a la question de définition et aussi la question des outils afin de faire vivre cette vision, cette définition. Exactement, oui. Donc, j'aimerais passer maintenant à parler un peu de l'importance de faire le lien entre le patrimoine autochtone et le domaine du patrimoine en général. Donc, selon vous, pourquoi est-il important que nous agissons maintenant pour mieux soutenir le patrimoine autochtone? C'est parce qu'on perd du patrimoine autochtone à tous les jours. L'exemple de la forêt vierge, le projet Yanyanyandé que j'ai énuméré un peu précédemment, ben, c'est exactement ça. C'est pourquoi il faut agir maintenant, parce qu'on perd du patrimoine, on perd du territoire. Et on perd aussi des occasions d'aider les communautés autochtones à se développer, à développer leurs capacités. Et ça c'est pas rien non plus. Parce que quand je disais tout à l'heure de protéger le territoire selon nos valeurs, selon nos critères, ben c'est aussi parce que les gens sont sur le territoire, ils sont là, puis ils peuvent protéger le territoire. Donc, plus on attend, moins on se donne les outils, mais moins on outille les gens, les Autochtones, localement, à travailler sur la protection du territoire. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre nous les autres
professionnels ou autres qui s'intéressent dans le patrimoine. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre des peuples autochtones sur la manière de mettre en place des pratiques solides pour préserver le patrimoine? Ça, c'est une belle question. C'est parce que chaque communauté autochtone, chaque nation a sa façon de voir les choses, ses traditions, ses valeurs. Et c'est des valeurs qui sont millénaires, qui sont transmises de génération en génération. Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre de l'avant les valeurs autochtones propres à chacune des nations, à chacune des communautés. Donc, apporter, moi, ce que j'appelle l'intendance autochtone. Donc, le stewardship en anglais, qu'on facilite l'intendance autochtone. Et je me permets de glisser vers un autre aspect de notre société. Souvent, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans des rôles importants, dans des rôles de président, de CEO, de peu importe. Donc, malheureusement, l'équité homme-femme n'est pas encore atteinte au Canada. Nous, à la Nation Huron-Wendat, on est historiquement une société matriarcale. Donc, les femmes décidaient à peu près tout et elles élisaient elles-mêmes les chefs qui, eux autres, allaient ensuite négocier des trucs, tout ça. J'aimerais ça voir, puis c'est un rêve un peu, un rêve éveillé, j'aimerais ça voir un groupe de femmes, la communauté de Wendake, qui prennent en charge la gestion du territoire. J'aimerais être un petit oiseau dans la salle pour vraiment, là, parce qu'il y a des femmes à Wendake qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont du caractère, que ce sont des leaders, c'est des femmes remarquables. J'aimerais ça, juste pour le fun, pousser cet exemple-là puis dire, parfait, on veut un comité féminin qui va, par exemple, dans ce cas-ci, mettre en place des valeurs de protection du territoire, protection de la terre-mère, Mother Earth, puis pour nous, la terre-mère, c'est féminin, c'est le lien avec la femme qui donne naissance, c'est la terre qui nous nourrit. Bref, il y a toute une cosmologie, tout un lien à faire entre la protection de l'environnement, du patrimoine environnemental et le rôle de la femme. Ce serait formidable. J'aimerais ça. Ça donnerait, puis en plus, ça donnerait, je pense que ça donnerait l'exemple à d'autres organisations que les femmes peuvent prendre un rôle important dans certaines décisions. Yeah, il y a une théorie, peut-être plus qu'une théorie, que les penseurs européens du 18e siècle a été bien influencés par les systèmes de gouvernement des peuples autochtones de l'Amérique du Nord. Et il y a peut-être un moyen maintenant aussi d'être inspiré encore par les pratiques autochtones dans nos systèmes de gestion. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est ça qui... Si on laisse encore... Tu sais, quand je disais tout à l'heure que UNDRIP est un game changer, c'est un moment à pivot. On laisse de plus en plus la place à la voix autochtone dans différents aspects. On écoute de plus en plus les Autochtones, tout ça. Laissons aller cette grande ouverture-là et j'espère qu'on va entendre de plus en plus les femmes autochtones qui vont parler et qui vont prendre leur place et qui vont nous enseigner beaucoup de choses. Donc, dernière question. Quelle est la contribution que le patrimoine peut apporter à la réconciliation? Moi, j'ai une image un peu simpliste, mais je pense qu'elle est efficace. La réconciliation, c'est beaucoup de choses. On en parle, mais de se réconcilier aussi avec son territoire et de se réconcilier avec la gestion de son territoire, devenir intendant, devenir le protecteur, devenir le surveillant, le gestionnaire de son territoire, c'est une forme de réconciliation aussi. Donc, de responsabiliser les Autochtones sur leur territoire, qui deviennent eux-mêmes les intendants, qu'on parle de stewardship justement sur le territoire.
et de leur permettre de prendre eux-mêmes soin de leur patrimoine selon leurs valeurs, leurs règles, c'est une forme de réconciliation. Parfait, OK. Les gouvernements, l'homme blanc en général a utilisé, géré le territoire, qu'il se retire un petit peu, puis qu'il laisse la place aux gens qui sont là. Ils sont déjà sur place. Ils connaissent le territoire. Puis laissons-les justement prendre la responsabilité de la gestion de ce territoire-là. Ce serait une très, très belle forme de réconciliation. Louis Lesage, ce fut un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia. C'est un plaisir pour moi aussi. Tiens, ouais. Le Patrimoine Vie est produit en anglais et en français et est disponible partout où vous écoutez vos balados. Suivez-nous sur votre plateforme de balado-diffusion préférée pour ne jamais manquer un épisode et découvrir comment la conservation du patrimoine est plus que vous n'en attendez.